Bonjour à tous et à toutes, ici Marine de Get Ready Préparation au voyage. Bienvenue sur cette session d'échange enregistrée lors de la diffusion du film Direction Népal dans le cadre de l'événement La Grande Évasion, une collaboration entre Get Ready Préparation au voyage, On the Green Road et Direction Népal. Alors La Grande Évasion, c'est une soirée pour rêver. On vous propose en ligne la projection d'un film de voyage suivi d'une session de questions-réponses avec les réalisateurs, les protagonistes, les voyageurs. On vous propose ici cet enregistrement audio des échanges avec Quentin et Simon et puis les différents participants. Direction Népal, c'est l'histoire de leur voyage, un voyage de plus de 8000 km à vélo au départ de la France et direction le Népal en traversant tout plein de pays qui ont été autant d'occasions pour eux de balayer un petit peu les idées reçues qu'ils avaient avant leur départ. Évidemment, on vous invite à visionner ce film avant d'écouter ces échanges, mais surtout, si ce n'est pas possible et si vous ne l'avez pas encore vu, on espère véritablement que ces questions, ces échanges, ces questionnements même au sein de cet audio vous donneront envie de le visionner après. On vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Donc, je vous propose qu'on commence cette petite session de questions-réponses et puis qu'on fasse connaissance avec Quentin et Simon, qui sont donc avec nous ce soir et qui nous font le plaisir de participer du coup à cette projection, à cette grande évasion numéro 3. Donc, si vous avez des questions, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez les taper dans le chat, si vous préférez, soit vous pouvez activer votre micro avec ou sans caméra, comme vous voulez. Et puis, vous pouvez poser votre question à haute voix. Et une fois que vous avez posé votre question, vous pouvez redésactiver le micro. Ça évite les échos, etc. Juste un petit point, parce qu'on a eu la question la semaine dernière. En fait, on va faire un enregistrement audio de cette partie des questions-réponses parce qu'il y a des personnes qui sont obligées de partir en cours de route et qui ne peuvent pas du coup tout entendre. Et donc, on mettra ce lien à disposition par la suite, un petit peu en mode podcast, mais pour que vous puissiez réécouter les ajouts, on va dire, de Quentin et Simon. Donc voilà pour le petit côté logistique. Donc n'hésitez pas, vous pouvez lever la main aussi si vous le souhaitez dans les petites actions justement au niveau des participants. Vous avez 3 petits points et vous pouvez lever la main. Donc voilà, n'hésitez pas. On peut commencer. Donc si vous avez des questions, c'est parti. Si vous n'en avez pas, moi j'ai déjà une petite liste. On vous écoute. Bonjour, est-ce que tout le Bonjour monde m'entend? Arthur. Oui, bonjour. Alors moi j'avais une petite question. Quand on revient d'un périple comme ça, on a effectivement croisé plein de gens. Alors souvent des gens qui n'avaient pas grand-chose, est-ce qu'on arrive quand même à garder contact, à donner des nouvelles? Est-ce que malgré la langue, ces gens-là vous ont demandé des nouvelles, de leur donner des nouvelles? Comment est-ce que vous avez pu communiquer pendant votre périple et après votre périple avec tous ces gens que vous avez pu rencontrer? Du coup, je vais commencer à répondre si tout le monde m'entend bien. Déjà, bonsoir à tous. J'espère que ça vous a plu. Nous, c'est toujours un grand plaisir de partager le film, d'autant plus dans cette période où on sait que ça fait du bien de s'évader un peu. Ouais, pour répondre à Arthur, c'est vrai qu'on a été assez surpris parce que dans tous les pays et tous les gens qu'on a rencontrés, quasiment partout, il y a Internet. Euh, Quasiment tout le monde a un téléphone. Et malgré les barrières de la langue, aujourd'hui, avec les traducteurs, on est capable de communiquer avec n'importe qui. Et effectivement, on a gardé beaucoup de contacts avec des gens partout, un peu de tous les pays. Et régulièrement, ils prennent encore de nos nouvelles. Nous aussi, on en prend. C'est sûr que ça nous fait toujours chaud au cœur parce que c'est des rencontres qui ont toujours été très courtes avec ces personnes-là, souvent quelques heures ou une soirée, mais c'est souvent des moments très forts et très riches. Et ouais, on est toujours en contact avec eux. Ouais.
Vous avez enlevé le micro? Oui, vous m'entendez? Ouais. Là, oui, maintenant, c'est bon. Ok, super. Du coup, oui, moi j'avais une petite question en attendant la question d'Arthur, parce qu'a priori, on n'arrive pas, enfin, son micro n'est pas activé. J'avais une petite question pour Quentin et Simon. Vous parlez du film souvent en disant, enfin, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que vous disiez que vous avez questionné certaines idées reçues, que ça a un petit peu changé votre perspective de certaines choses. Ah bah d'ailleurs, je vois que Sylvain pose la même question. Quels étaient les clichés en fait que vous aviez avant de partir et qui ont été justement bousculés par ce voyage? Euh, Vous m'entendez tous? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Les clichés, enfin moi j'en avais surtout un, je pense qu'on avait le même avec Quentin. Le premier cliché qu'on avait, c'était un peu la peur de se faire agresser ou de se faire voler quelque chose. Et, euh, et en fait, quand on est revenu, en fait, on n'a pas du tout la même vision. Et tout le long du parcours, en fait, on a rencontré des gens qui avaient vraiment le cœur sur la main, quoi, et qui nous ont beaucoup donné et fait. En fait, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est la confiance des gens qu'on nous a fait, quoi. Enfin, des fois, par exemple, on a été dormir chez des gens, par exemple, via le site Couchsurfing, où les gens venaient nous voir, ils nous donnaient les clés de chez eux, on allait chez eux, on rentrait chez eux et sans qu'on les connaisse. Donc moi, ça m'avait beaucoup marqué. Donc c'est une petite anecdote, ça c'était à New Delhi. Donc en fait, la personne nous avait laissé les clés de chez lui. On était rentré chez lui et puis lui est arrivé le lendemain matin. Donc c'est vrai qu'on raconte ce genre d'anecdotes en France, c'est assez, on a du mal un peu à y croire. Donc voilà, moi c'était le cliché un peu de la peur et puis tous ces pays en ce temps qu'on a traversé. Et au final, ça s'est très bien passé et on n'a eu aucun souci. Je sais pas si toi, Quentin, tu as d'autres petites anecdotes. C'est vrai qu'en préparant le voyage, quand on a dit qu'on allait partir comme ça, quand on a dit qu'on allait partir comme ça à l'étranger, les gens vous instinctivement vous retransmettent un peu leur peur. Et du coup, c'est là où il faut pas écouter tout le monde. Et mine de rien, on avait une légère appréhension au départ, puisque quand vous partez de Paris et que vous dites que vous allez au Népal, bon, ben voilà, il peut se passer beaucoup de choses sur la route. Et puis ben, après, quand vous parlez de certains pays, nous, on a une image ici en France où on se dit qu'effectivement, c'est des pays qui sont dangereux. Alors, il y a des précautions à prendre. Il faut se renseigner. Nous, on faisait beaucoup confiance aux habitants qu'on rencontrait. On leur posait beaucoup de questions sur le niveau de dangerosité qu'ils estimaient, par où il valait mieux passer, etc. Mais on va dire on a aussi eu de la chance sur notre parcours, mais on n'a pas rencontré de problème majeur d'insécurité. Je crois que c'est intéressant et enfin, je suis vous prêchez, moi, en ce qui me concerne, une convaincue et ça répond un peu à la question aussi qu'on a sur le chat par rapport à la préparation, les précautions aussi peut-être quand on est une femme qui voyage ou un binôme féminin. Mais c'est vrai que souvent on a cette question de la sécurité. En fait, moi, c'est mon cœur de métier. Ça fait 10 ans que je travaille dans la gestion de la sécurité à l'international, dans le domaine de l'humanitaire au départ, mais plus largement dans le voyage. Et c'est vraiment une des questions qui revient le plus, et c'est ce qu'on peut craindre souvent, et ça fait partie des a priori qu'on va avoir aussi sur certains pays. Puis en fait, on se rend compte que c'est très souvent l'histoire de relations humaines, en fait, et évidemment, on peut faire des mauvaises rencontres, évidemment, il y a des précautions à prendre, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles de faire justement en prenant ces précautions en amont, et puis en écoutant pas mal aussi son intuition, souvent. Donc c'est un mélange voilà, de préparation, d'évaluation des risques, d'être toujours un peu alerte aussi sur ce qui se passe autour. Moi, c'est surtout la sécurité routière qui me pose question quand je vois les images. Mais voilà, c'est clair qu'il y a des choses à mettre en place. Je serais ravie de répondre à ces questions plus techniquement et plus particulièrement après si tout n'est pas abordé, en tout cas dans ces échanges.
Donc pour cette partie-là, en tout cas, c'est ce que je pouvais aussi amener. Mais effectivement, je crois que c'est souvent le plus gros cliché. C'est avec ça que vous avez commencé votre film d'ailleurs. Les gens expriment un peu leur peur quand vous leur parlez de votre projet et ce qui, eux, les freinerait. Donc c'est assez intéressant. Je peux voir qu'on a une question de Vincent qui demande si le Kirghizistan d'ailleurs, je dis Kyrgyzstan, mais est le pays d'Asie centrale que vous avez préféré. Quentin, Simon? Ouais, ben, alors, attends, juste pour rebondir sur ce que tu dis. Ouais. Faut savoir qu'au Népal, on avait déjà prévu d'y aller en fait avant le séisme. Donc le fait qu'il y ait le séisme, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit bah, pas de chance, vous n'allez pas pouvoir y aller ou il va falloir modifier votre itinéraire. Et c'est là qu'on s'est vraiment aperçu que nous, première idée, on s'est dit mince, ça va bouleverser notre voyage. Et en fait, on a rencontré aussi des bonnes personnes au bon moment et qui nous ont dit non, raison de plus, il faut y aller, il faut continuer le projet, il faut aller encore plus loin. Et c'est vraiment, on est vraiment parti dans cet esprit-là, quoi. Voilà. Et parce que dans le film, on ne s'en rend pas forcément compte, on pense qu'on est parti là-bas aussi parce qu'il y avait le séisme. Et après, juste au niveau des pays, c'est toujours super dur de répondre à cette question puisqu'on a pris plein la vue tous les jours. Mais après, ouais, les pays d'Asie centrale, c'est des pays qui étaient, enfin, Kirghizistan notamment, très préservés du tourisme, très sauvages. Et ces pays qui nous ont beaucoup, beaucoup marqués, puisqu'il n'y avait vraiment aucune ressemblance avec les pays que j'avais déjà vus. Donc je ne sais pas si celui que j'ai préféré, parce que c'était quand même des conditions très dures, très arides. J'ai beaucoup aimé les pays comme l'Azerbaïdjan et la Géorgie pour ma part. Simon, je ne sais pas, mais moi, c'est vraiment ces pays-là que je dirais préférés, puisqu'il y avait aussi vraiment une chaleur qui se dégageait. On n'avait pas forcément froid, on était souvent avec des gens voilà, moi pour ma part, c'est ces pays-là qui m'ont vraiment surpris, des petits pays que je connaissais pas du tout. Je suis arrivé vraiment avec, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, et aujourd'hui c'est des pays dans lesquels j'y retournerai volontiers, en Asie centrale aussi, mais c'était des conditions plus dures. Ouais. Simon, de ton côté? Alors ton son, c'est vraiment les pays. Ton son est un petit peu haché, donc ouais, on t'écoute. Ça grésille. Ouais. Moi, le pays qui m'a pas mal marqué, c'est l'Ouzbékistan. Donc, en fait, l'Ouzbékistan, enfin, on arrive, en fait, c'est une dictature, quoi, en fait, et on n'avait pas le droit de dormir chez les gens. Et en fait, le plus marrant, c'est que c'est le pays où on a le plus dormi chez les gens. Donc ça, c'était assez marrant. En fait, on doit, quand vous quittez le pays, vous devez prouver que vous avez dormi à l'hôtel. Et en fait, c'était le seul pays où on n'a jamais dormi à l'hôtel ou etc. Et du coup, en fait, on posait la tente un peu n'importe où. Et à chaque fois, en fait, on voyait quelqu'un qui venait nous voir et qui nous disait pourquoi tu ne m'as pas demandé de venir dormir chez moi. Et du coup, ça, c'était assez marrant. On en avait même marre à la fin parce que il y avait tous les soirs, en fait, on dormait chez des gens. Et du coup, les gens voulaient être tranquilles aussi. Et puis, on plantait la tente au bord d'une rivière. Et puis, on voyait quelqu'un arriver. Ils nous disaient, venez dormir chez nous. Et on arrivait chez eux. Et il y avait une table. C'était un vrai festin, quoi. Du coup, c'était assez très authentique, quoi. Et très loin de ce qu'on peut en penser, quoi. Ok, merci. Effectivement, je crois que c'est toujours difficile de dire quel pays on a préféré, parce qu'en fait, ça se rattache souvent à des moments qu'on a vécus, et du coup, c'est vrai que ça oriente les choix géographiques, entre guillemets, alors que c'est lié beaucoup à l'humain, souvent. J'ai bien noté les questions dans le chat. Je peux voir qu'on a Laure et Arthur qui lèvent la main. Du coup, on va refaire une tentative avec Arthur. Si tu veux activer ton micro et nous poser ta question, Arthur. Ouais. Ouais, c'est tout bon, Arthur. Ouais. Désolé, tout à l'heure, en fait, j'avais pas compris qu'on me posait. Déjà, merci beaucoup pour votre film. Moi, j'étais intéressé plutôt par savoir sur l'après-voyage, en fait, quelles conséquences ça avait eu sur votre vie,
votre peut-être activité au niveau de travail aussi associatif, et puis surtout les futurs voyages ensuite derrière. Vu que vous êtes parti avec beaucoup d'a priori et que vous avez un peu testé pas mal de choses avec ce voyage-là, voilà, comment vous vous impliquez au niveau de vos voyages maintenant, après avoir vécu ça? Quentin, on t'écoute? Ouais, j'y vais, je me lance. Super. Ouais. C'est une question. Je pense qu'on va devoir voir aussi avec Simon parce que c'est vrai que ça grésille énormément, donc voir s'il peut rebrancher, débrancher ses écouteurs. Ouais. Et du coup, on va commencer avec toi, ouais. C'est clair que c'est un voyage qui nous a marqué beaucoup. Moi, j'y pense encore souvent. Enfin, vraiment, dans des scènes de tous les jours, souvent, ça me fait penser au voyage. Et on appréhendait un peu le retour. On appréhendait un peu le retour parce qu'on savait qu'on allait partir 6 mois, qu'on allait vivre complètement déconnecté. Pour la petite anecdote, c'est au bout d'une semaine en Bulgarie qu'on s'était rendu compte qu'on n'avait pas changé d'heure, qu'on n'était pas à l'heure du pays, on ne savait jamais quel jour on était. Et puis, c'est surtout, vous rencontrez des gens où leur principale préoccupation, c'est de manger à leur faim, d'être en bonne santé et d'avoir une famille autour d'eux, quoi. Donc, c'est vraiment des valeurs qui sont remises au centre un peu du jeu. Et au retour, on ne se rendait pas forcément compte de ça. Nous, on appréhendait plus le retour sur un plan un peu se remettre dans la vie de tous les jours, retrouver un travail. Étant donné qu'on terminait nos études, on a embrayé assez vite à notre retour pour éviter un peu la période de déprime. Donc, on avait déjà prévu de trouver du travail. Donc, on a fait ça, on va dire, assez vite. Tous les 2-3 mois après, on travaillait. Et finalement, c'est après, je pense que c'est après, c'est peut-être maintenant que, on va dire que vraiment on se rend compte de ce que ça nous a apporté, ce que ça nous change. Le film nous a beaucoup aidé, en fait. Je dis souvent que ça fait une forme de thérapie un peu au retour pour vivre le retour en douceur, c'est-à-dire qu'on était encore un peu dans le voyage, pour autant on avait repris une autre vie. Et après, dans le voyage, pour moi, par exemple, l'année dernière, je suis parti en voyage vraiment tout organisé au Chili avec beaucoup d'avions, beaucoup de transports. Et je n'ai pas forcément apprécié, puisque j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait le côté authentique au voyage. C'était déjà, je trouvais beaucoup de pollution. On était vraiment sur les chemins touristiques et les gens ne nous abordaient pas du tout de la même manière que ce que j'avais pu vivre en vélo, ou quand vous êtes en vélo. Eh bien, les vélos, tous les gens connaissent le vélo, c'est universel. Ils ont une facilité à vous aborder et ils ne vous abordent pas du tout comme des touristes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, ouais, je pense que je partirais du coup différemment. Je ne sais pas encore comment je partirais, mais c'est clair que les voyages comme ça, je pense, ne sont plus faits pour nous, quoi. Ouais, c'est clair que ça questionne. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai animé une conférence dans une librairie du voyage à Lyon sur justement le choc du retour et sur la thématique de raconter son voyage. Donc, c'est ce que tu expliques un peu avec le film sur le fait qu'en fait, raconter son voyage, ça permet de le revivre, ça permet de mettre des mots, en fait, ça permet d'avoir un fil conducteur, de recréer un peu ce qu'on a vécu, de l'histoire qu'on raconte avec ce voyage-là, et ça permet effectivement d'en tirer un peu des enseignements pour après le distiller petit à petit, hein, pas forcément d'un coup, mais dans son quotidien. Donc c'est marrant, ça fait vraiment écho à ce que tu partages, Quentin. Carrément. Simon, est-ce que tu veux essayer de répondre aussi à la question de ton côté? Peut-être quel est le lien avec ta vie de maintenant? Qu'est-ce que le voyage a créé dans ta vie actuelle? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça coupe encore pas mal, mais on va essayer. Ça coupe encore? Ouais. Ok. Moi, je pense qu'il a pas mal évolué. Enfin, sur les. Moi, j'étais content de revenir aussi pour revoir tout le monde et puis monter le film et le lancer un peu dans un nouveau projet pour la diffusion. Et je pense qu'il m'a pas mal changé dans la vie de tous les jours. Bah, déjà, c'est qu'en fait, moi, on travaille tous les deux sur des chantiers. Et je pense que ça m'a beaucoup appris à prendre beaucoup de recul par rapport à des situations qui sont pas forcément très graves. Donc ça, c'est la première chose. Et après, j'ai toujours gardé l'esprit un peu
nomade qu'on avait en vélo. Donc j'ai réussi à trouver un métier en fait qui me permet de bouger partout en France. Donc ça me permet de découvrir des régions, découvrir d'autres personnes et de pas avoir de routine. Donc ça, c'est le bon point. Je pense ce qui m'a changé. Et, euh, et après, je pense qu'il m'a pas mal changé aussi, c'est que je pense que bientôt je changerai peut-être de métier et peut-être que je trouverai peut-être un métier peut-être qui a plus de sens que ce que je fais actuellement. Et je pense que si j'aurais pas fait ce voyage, j'aurais pas eu le côté un peu me dire tiens, je vais me faire quelque chose qui me fait rêver et je vais aller jusqu'au bout quoi. Et je pense que ça a été un peu le déclic de faire ça, parce que peut-être qu'avant j'avais peut-être moins confiance en moi aussi. Et le fait de faire ce voyage et puis après de projeter ce film et de faire c'est un petit projet un projet entrepreneurial, et je pense que ça me permet aussi de me dire bah tiens j'ai un autre rêve et puis je vais le réaliser, puis je vais aller jusqu'au bout. Et puis ce voyage ça m'a montré aussi que quand on a une idée il faut aller jusqu'au bout et puis voir que c'est possible. Moi avant de partir je pensais pas qu'on allait faire un film et tout, je me disais bon, on va jamais y arriver, ça va être compliqué, etc. Et puis en fait, vous rencontrez des personnes, des associations qui vont vous porter et quand vous quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous allez aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc j'encourage s'il y a des gens ici qui ont des projets ou des rêves, à les faire. Et même si c'est pas facile de le faire, parce que quand on est parti, moi ma maman elle me disait ou mes parents me disaient tu ferais mieux de travailler, enfin t'as ton diplôme, pourquoi tu travailles pas tout de suite? Et c'est pas facile de dire bon je vais quand même y aller et assumer. Et au final ça m'a ouvert plein d'autres portes. C'est formateur, ouais, c'est clair. Peut-être, Simon, tu peux aussi, tant qu'à faire, parler du projet que tu es en train de monter, même sur lequel tu devrais déjà être sur les routes s'il n'y avait pas ce confinement. Ouais, alors ça c'est un autre rêve aussi que j'avais quand j'étais revenu. J'avais rencontré une association qui s'appelle Ciné Cyclo, qui fait de la projection de films en cinéma itinérant. Et du coup, je m'étais dit, on va déjà faire le film, le projeter, etc. Et après, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire une tournée à vélo, du coup, en France, pour projeter ce film. L'idée, en fait, c'est d'inviter les gens du public à venir pédaler sur le vélo pour projeter le film. Donc, pour l'instant, en fait, on n'a pas communiqué sur le projet parce que pour l'instant, le projet est un peu mis entre parenthèses suite aux différents événements. Mais du coup, là, normalement, j'ai réussi à avoir un congé dans mon boulot. Normalement, je serais en train de faire un périple de 6 mois en France où l'idée, c'est tous les soirs de s'arrêter dans différents lieux et de projeter le film en transportant dans une sacoche tout le matériel pour projeter le film à la force des mollets. Donc voilà, donc on espère que la situation va se débloquer et du coup qu'on repartir courant juin et jusqu'à fin septembre pour toutes les projections qui s'annoncent passionnantes en cyclo-projection. Et c'est un super projet, puis ça montre vraiment qu'il y a une espèce de continuité finalement, un voyage qui était à la base juste un voyage, entre guillemets, fait des petits en fait, tout au long même des années après en fait. Donc ça c'est chouette. Ouais, moi je pensais très clairement qu'en fait on allait rentrer dans le moule du travail, quoi, et puis on allait mettre de ce côté un peu ce voyage, et puis au final c'est 5 ans après déjà, ça passe vite, et on est toujours dedans, quoi, et donc du coup, qu'est-ce que ça sera dans 5 ans? C'est top, ouais, c'est chouette. Je regardais juste, histoire de ne pas en oublier, il y a Laure et Sandrine qui ont la main levée. Peut-être rapidement, si vous pouvez nous dire, Quentin ou Simon, vous avez des nouvelles du village 5 ans après ou pas, là? Quentin, peut-être, ouais. Ouais, on a toujours des nouvelles parce que l'association avec laquelle on est parti, donc l'association culturelle franco-népalaise, qui a changé de nom, qui s'appelle l'ANA maintenant, on est toujours en contact avec la présidente. Donc on a des nouvelles du village au travers de cette association. Et on a aussi des nouvelles du village
par les instituteurs avec qui on est resté en contact, justement. Et on va dire que c'est voilà, on leur souhaite leur anniversaire, ils nous souhaitent notre anniversaire, on prend des nouvelles. Et puis, voilà, c'est des échanges brefs, mais on a toujours des nouvelles du village. Cool. Ce qu'on sait, c'est que au Népal, il y a une vraie lenteur, que ce soit administrative, une vraie lenteur des institutions. Donc, en fait, c'est les habitants qui ont vraiment pris les choses en main, qui ont reconstruit leur maison quand il fallait reconstruire une maison. Et après, ils ont reconstruit une partie du cabinet médical aussi depuis. Enfin bon, l'association continue d'œuvrer sur place. Il y a un développement qui se fait chaque année. Ils ont des projets. Et ouais, ça suit son cours. Après, on sent un peu l'éloignement quand même parce que l'école dans laquelle on était, nous, on est dans le bâtiment, on voyait vraiment des choses qui nous choquaient, quoi. Ils essayaient de faire avec des nouvelles technologies, le béton armé qu'on maîtrise complètement en France, mais clairement, il y avait des choses qui étaient complètement choquantes. Et on trouvait aussi dommage qu'ils reconstruisent exactement comme avant, même s'il y avait eu un séisme, quoi. Sans intégrer effectivement les vulnérabilités que peuvent avoir certaines déconstructions. Enfin, du coup, C'est ça, ouais. Ok. Du coup, on va passer la parole à Laure qui a la main levée depuis 15 minutes, qui a commencé à avoir une crampe. On t'écoute, Laure? Non, ça va. C'est Ça bon. va. Alors moi, ma question rejoint un petit peu celle de Arthur, où effectivement, ce qui m'a fait un peu tiquer dans le film, qui m'a un peu alerté, c'est quand vous parlez justement de ce côté où vous prenez le temps et au moment où vous prenez l'avion et vous trouvez que ça va vachement trop vite de passer d'une culture à l'autre. Donc c'était effectivement ce côté-là de qu'est-ce que ça a changé, mais Quentin y a un peu répondu avec le Chili et de dire que voilà, sur la vision du voyage a un peu changé. Et en fait, vous êtes rentré comment? Du coup, vous avez repris les vélos, vous avez refait le chemin dans l'autre sens ou du coup, c'était l'avion et c'était retour en France en rapide? Comme je vois pas Simon, je vais répondre, mais ouais, le vélo, ce qui est marrant, c'est qu'en vélo, quand on a pris l'avion, finalement, on n'a pas trop apprécié parce qu'en vélo, c'est des choses toutes bêtes, mais vous voyez les paysages qui évoluent, les températures qui évoluent, le soleil. C'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, le visage des gens. Et du coup, quand on a pris l'avion, on a vraiment déjà eu l'impression d'avoir un choc, de se dire qu'on loupait quelque chose. Et puis surtout, on avait l'impression de ne pas comprendre les gens chez qui on arrivait, quoi, de ne pas comprendre de quoi ils étaient entourés, qu'est-ce qu'il y avait autour d'eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait drôle. Et puis le retour, on l'a fait en avion, puisque en fait, on s'était prévu une durée de voyage de 6 mois. Et voilà, on n'a pas pu. On a tout ramené. On a ramené les vélos et la remorque. D'ailleurs, Guillaume, qu'on voyait tout à l'heure avec ses enfants, la remorque lui appartenait, voilà, à l'époque. Donc c'est la première fois qu'il voyait le film, c'est marrant. Ok, super. Ouais, donc en fait, du coup, si je comprends bien aussi, finalement, l'avion, c'était purement logistique, l'aspect passage justement de l'Inde au Népal. Non, c'était de où au Népal? C'est du Kirghizistan à l'Inde, oui, c'était purement logistique et technique Ouais. parce que sinon il nous aurait fallu 2 mois en plus pour Pour pouvoir traverser tout contourner. l'Himalaya et Ouais. le Pakistan. Ok. Et du coup, ouais, ça fait vraiment l'effet d'une capsule, quoi. T'as l'impression qu'il y a, genre, ça s'arrête d'un coup, on vous met dans une boîte et hop, t'es parachuté dans un environnement que t'as pas découvert aussi progressivement au fur et à mesure, t'as pas eu le temps de le voir évoluer, en fait. Oui, complètement. Ouais. Et du coup, est-ce que avant de partir, je suis désolée, du coup, je transgresse un peu, mais est-ce que il y avait un engagement particulier à y aller en vélo, que ce soit écologique ou quoi que ce soit, ou c'était plus un mode de voyage qui vous attirait par le côté effort, justement, longue durée, etc. Déjà, ce qui nous attirait, c'était. Enfin, pourquoi pas le vélo? Parce qu'on ne voulait pas un moyen motorisé. Parce qu'on s'est dit, on veut pas, on veut pas, entre guillemets, on veut une empreinte carbone la plus faible possible. Et puis,
on jugeait que la marche était quand même un peu trop lent et qu'on voulait quand même avancer. Donc, on a trouvé que le vélo était un bon moyen de déplacement. C'était un bon entre-deux. Ouais. Et il y avait ce souhait-là, effectivement, d'avoir une empreinte carbone limitée, en tout cas, au moins sur l'aller, en tout cas, et après, C'est effectivement, ça, les voilà. contraintes logistiques qui restent ce qu'elles sont, et elles sont pour tout le monde, hein, les mêmes. On en parlait dans un Ouais. des webinaires sur justement voyager autrement. Si on veut faire 3 semaines au Canada, ben, y aller Ouais. en bateau et en vélo, c'est pas très simple. Donc, c'est sûr, ça questionne les types de voyages après. On a pas mal de petites questions sur la préparation de ce genre de voyage, donc on y reviendra après. Je vois qu'il y a Sandrine qui lève la main, donc merci pour ta réponse, hein, Quentin. Je pense que ça répond à la question de Laure. Sandrine, on t'écoute si tu veux nous poser ta question. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. En fait, c'est un peu la même question que Laure, finalement. Moi, la question que je m'étais posée, c'est vrai que je n'avais pas pensé forcément à ça, c'est le fait de prendre l'avion, on n'avait pas forcément d'acclimatation. L'arrivée, il y avait un choc entre le pays d'origine et le pays d'arrivée, effectivement. Du coup, il est permis de prendre le temps de s'acclimater. Ou est-ce que vous avez été, malgré tout, au fur et à mesure du voyage, vous avez quand même ressenti certains chocs des cultures au fur et à mesure? C'est ma question, mais qui rejoint beaucoup celle de Laure, finalement. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, super. Les chocs de culture enfin, qu'on a ressenti, je trouve, sans prendre l'avion. En fait, il a été assez marquant quand vous arrivez à Istanbul et vous passez côté asiatique. Donc ça, c'est le premier. En fait, vous avez le Bosphore qui limite la partie européenne et asiatique. Donc ça, pour moi, c'était le premier, première transition vraiment entre Europe et c'est là, en fait, où un peu le voyage a commencé à nous dépayser beaucoup, je trouve. Et, euh, et après, l'autre moment, je trouve, où ça m'a marqué sans prendre l'avion, c'était quand on a pris le bateau pour traverser la mer Caspienne. Et du coup, quand on est arrivé au Kazakhstan, et bah, du coup, tout ce qui nous a marqué, c'était assez marrant d'ailleurs quand on est arrivé en bateau. C'était la première fois en fait qu'on voyait des gens avec des yeux bridés. Donc, du coup, c'était alors qu'avant en Azerbaïdjan, ils en avaient pas. Mais du coup, c'est des dépaysements un peu humains et culturels qu'on voit comme ça en fait au fur et à mesure. Et, euh, et puis après, entre l'Inde et le Népal, aussi où l'Inde il se passe plein de choses et c'est très bruyant, vous voyez toujours quelque chose qui est marrant à regarder, et puis c'est fatigant aussi. Et le Népal, où c'était quand on a passé la frontière du Népal, bah, c'était le grand calme, beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranquille, quoi. Donc c'est un peu les chocs que j'ai eu quoi, au cours du périple. Merci, Simon. Quentin, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non, non, je suis complètement d'accord avec Simon. Ouais. Ouais, donc en fait, le dépaysement, il tiendrait plus. Enfin, c'est moins artificiel, quoi. C'est pas on passe de la France à un autre pays en arrivant à l'aéroport et boum, tout change, quoi. C'est des dépaysements qui se font peut-être plus justement par rapport aux gens et aux cultures qu'on va rencontrer au fur et à mesure, quoi. Mais je suis d'accord avec vous parce que pour le coup, pour Istanbul, ça m'a fait exactement la même chose. Juste en une semaine là-bas, quand on passe de l'autre côté, ouais, il y a vraiment à l'échelle d'une rivière, en fait, enfin, d'un fleuve, il y a vraiment une différence entre les deux rives. Donc ouais, c'est un des éléments que moi j'ai rencontré en tout cas sur ces destinations. J'en ai pas fait beaucoup d'autres dans votre liste, mais c'est clair. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à ta question. Ouais, c'est tout bon, Sandrine. Cool. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser au micro ou on passe aux questions de préparation? Il y en a quelques-unes quand même. Marie, on t'écoute? Marie Collard? Oui, alors bon, c'est une autre, c'est Marie, elle est à côté, mais c'est vrai qu'il me. Ouais, je me doute que c'est. Enfin bon, après, pourquoi Ouais, pas, mais. c'est grave. Moi, je voulais demander par rapport au confort, en fait, parce que c'est vrai que finalement, vous êtes parti, vous plantiez la tente tous les soirs ou quasiment tous les soirs.
Est-ce qu'on s'y fait finalement de jamais avoir de point de chute ou à un moment donné ça commence à être pesant et finalement ça organise votre journée, cette obligation de trouver un endroit pour dormir et un endroit effectivement safe? Ouais, alors ben, je vais répondre. Euh, c'est clair qu'en fait, au début, on n'avait pas trop de routine. On avait encore notre routine en fait de la maison où on se couchait tard, on se levait tard, et on était complètement décalé. Et après, au fur et à mesure du voyage, notre rythme il a complètement changé pour arriver à un rythme en Inde où on dormait à 19 heures et à 4 heures du matin, on était debout, quoi. Et on mangeait le matin de la viande, un vrai plat, le midi beaucoup moins, et le soir, on mangeait presque pas, quoi. Notre rythme il a complètement changé. Et clairement, nos journées, au-delà des rencontres et tout, il y a une vraie routine qui s'instaure. Le matin, bah, justement, c'est de bien manger. Après, bah, on fait les kilomètres qu'on a, entre guillemets, à faire, hein. C'est un peu comme un travail de luxe, mais c'est un peu ça. Et puis, rapidement, vers 16-17 heures, ouais, on commence à réfléchir au point de chute où on essayait de trouver un point de chute, toujours avec de l'eau. Nous, c'était quelque chose qu'on s'était fixé, c'était on prendra une douche tous les jours. Donc en fait, c'est ça qui organisait notre point de chute, c'est qu'on regardait sur la carte où est-ce qu'il y avait des rivières, on regardait où est-ce qu'il y avait un lac. Donc parfois, on était un peu déçus et on n'est pas ressorti très propre de notre douche, mais c'est vraiment quelque chose qu'on s'était fixé et c'est pour ça qu'on en parle là, parce qu'avec Choi, le Coréen qu'on rencontre, lui n'avait pas du tout cette approche-là. Lui, pour de la sécurité, il dormait dans les stations essence tous les soirs. Et on lui a dit, mais ça manque quand même un peu de charme. Et c'est pour ça on dit qu'on lui fait découvrir les joies du camping sauvage, parce que lui n'avait pas du tout cette approche-là et lui dormait proche d'autres personnes, quoi. Et pour lui, les stations essence, c'était un repère. Voilà, donc chacun un peu sa manière de voyager. Mais nous, c'était cette routine-là qu'on s'était fixée. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, ouais, à la fin, quand on faisait 3-4 jours dans une capitale, ben, on était pressé de repartir. On était pressé de redécouvrir du pays, de bouger. L'activité physique, elle vous manque aussi parce que quand vous êtes habitué à faire un effort, ben, à la fin, vous êtes habitué à vous dépenser, donc il faut sortir, il faut bouger. Et, et du coup, on prenait vraiment goût à cette mobilité permanente qui, sur le long terme, peut être un peu fatigante aussi parce que vous n'avez vraiment aucun point de repère. Mais pour nous, je sais qu'on s'était fait la réflexion à Istanbul, à New Delhi, que voilà, on était content de retrouver nos vélos, on était content de repartir. On se disait, c'est reparti, quoi. Ça avait vraiment un autre goût d'aventure. Et puis de retrouver notre tente aussi, comme tu dis, c'est des choses bêtes, mais notre tente, c'était, voilà, on avait chacun notre place dans la tente, on mettait un peu les affaires au même endroit, comme un petit couple, quoi. Et du coup, on était aussi content parfois de retrouver ce calme de la tente, nos petites affaires, on savait dans quel état c'était. Et c'est assez marrant parce qu'on a été hébergé parfois chez des gens et on se disait, mais au final, on est mieux dans la tente, quoi. Mais bon, bah, c'était pas la même chose, mais Ah, ça fait on partie avait- des rencontres, mais voilà, ça fait partie des rencontres. Simon, tu voulais ajouter quelque chose? En tout cas, enfin, moi, ça fait écho parce que, et je pense que ça répond vraiment à la question que tu as posée par rapport au nomadisme, mais dans un autre style, j'ai beaucoup voyagé en van. Et le van, c'est ta petite maison, et c'est ce que tu disais, Quentin. Finalement, la tente, ça devient ta petite maison, ça devient tes points de repère, en fait, ça devient ton petit cocon. Et je me souviens que enfin, là, le dernier voyage que j'avais fait en van au Canada, dans l'Ouest canadien, on s'était pris un peu, j'étais partie avec ma cousine, et puis on s'était pris une petite joker parce qu'il faisait super froid, et on a fait 3 nuits, je crois, au total en auberge ou un peu auberge de jeunesse en chambre privée, parce que comme ça on dormait bien, on était sûr de ne pas être entre guillemets dérangé. Et en fait on a super mal dormi parce que c'était plus nos points de repère. En fait il faisait trop chaud, il faisait trop froid, il y avait, enfin voilà, on était dans le noir parce qu'il y avait des volets et du coup on se sentait un peu perdu au niveau
justement du lever du soleil, etc., comme l'expliquait Quentin. Franchement, c'est pas les meilleures nuits qu'on ait passées, quoi. Finalement, ton confort, tu te le recrées dans ton petit cocon et tu te réadaptes finalement pas mal à l'environnement que tu as, quoi. Oui, complètement. J'espère que ça répond en partie à ta question. Du coup, ouais, c'est bon, super. On a une question par rapport à est-ce que vous avez eu des soucis de santé en 6 mois, par exemple des problèmes de transit? La petite question qui fait plaisir. On vous écoute. Ah, il y a Simon qui a activé son micro, il a quelque chose à dire, je pense. Ah ouais, la fois où on était malade, quoi, c'était diarrhée. En fait, on n'a pas l'habitude de manger plein de plats différents. Et bah, du coup, ton estomac, bah, il s'habitue au fur et à mesure du voyage. Et puis nous, en fait, on a toujours bu l'eau trouvé partout, sauf en Inde. Et en fait, on n'a pas été malade en Inde parce on a bu de l'eau en Cali. On s'en a rendu compte à la fin du voyage, quoi, mais en fait, on va pas être trop malade, quoi. Faut mieux boire de l'eau en bouteille, ou sinon, bah, faut mieux boire et manger tout ce que tu veux. Ton estomac est immunisé. Donc voilà. Mais sinon, on n'a pas eu de gros problèmes de santé. Et puis je pense que bah, le fait de vivre tous les jours dehors et puis de faire du vélo, bah, ça t'immunise aussi sur pas mal de choses. Donc c'est une bonne chose. Et le plan qu'on voit dans le film où Simon pédale et qu'il a cassé sa roue libre, en fait, la veille, Simon, il avait été malade toute la nuit parce qu'on avait été dans un restaurant et on n'avait pas mangé ce qu'on avait l'habitude de manger. Et c'est aussi là où c'est bien d'être à deux, c'est que, entre guillemets, j'avais pris un peu le relais et Simon, parfois, il m'a aidé quand j'étais moins bien aussi. Mais cette nuit-là, Simon, je ne l'ai pas vu dans la tente et je ne sais pas s'il a dormi, mais il était tout le temps dehors, quoi. Donc ouais, bien sûr que c'est pas tous les jours facile et c'est pas tous les jours rose parce que vous mangez ce que vous trouvez et que quand vous avez très faim, vous n'êtes pas compliqué, donc ça se passe pas toujours très bien. Mais c'est une bonne question parce que pour le coup, ça peut être un challenge. Enfin, moi, je sais que j'ai un antécédent. J'ai été malade, je suis tombée malade à l'étranger en Côte d'Ivoire. Et il y a eu des complications pour le coup assez importantes du fait d'avoir mangé une viande de brousse que je n'aurais pas dû manger, de toute évidence. Donc ouais, j'imagine qu'effectivement, quand tu es en vélo, quand tu es nomade, etc., et que tu n'as pas le choix, quoi, tu ne vas pas partir avec tes provisions. Donc c'est sûr que ouais, tu as intérêt à prendre ça en considération. Et il y a des risques, entre guillemets, sanitaires un peu spécifiques aussi à ces modes de voyage. C'est pas comme quand on prend son avion, entre guillemets, qu'on arrive dans un hôtel où on a les petites bouteilles d'eau, etc., la nourriture, enfin, le petit-déj, par exemple, occidental, etc. Donc, ouais, c'est sûr que ça peut générer d'autres risques. On a pas mal de questions par rapport à la préparation. Alors, Quentin a commencé à répondre dans le chat sur notamment les kilométrages, un peu la planification qui avait été faite. Les deux grosses questions qui sont sorties, c'est est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que moi qui fais très peu de vélo aujourd'hui, un peu de VTT de temps en temps, mais pas avec un cardio de fou, est-ce que tout le monde finalement peut se lancer là-dedans? Est-ce que vous aviez une préparation avant physique? Est-ce que vous parlez d'un peu de voyage en Europe en vélo si je ne m'abuse? Est-ce que vous étiez préparé physiquement pour ce voyage-là? On s'était pas préparé spécifiquement pour ce voyage. On a toujours été sportif mais on a fait aucune préparation physique pour ce voyage. En fait, c'est un rythme qui est vraiment lent. Je crois quand j'ai répondu à Camille, on faisait en moyenne, on fait à peu près 96 km par jour, à une moyenne je crois qu'on devait être entre 15 et 20 km/h, quoi. Donc c'est vraiment un rythme qui est lent. On avance doucement mais sûrement. Donc moi, comme je dis, à partir du moment où vous savez faire du vélo, je vois vraiment pas ce qui bloque pour pouvoir s'engager dans un tel voyage. Après, on avait prévu l'itinéraire aussi, on avait prévu 6 mois, on avait prévu une distance qui nous semblait réalisable. Ça ne sert à rien de prévoir 200 km par jour. Mais après, au niveau préparation physique, il n'y a pas besoin d'avoir un entraînement spécifique. Ok, bon, c'est rassurant. Il y a de l'espoir alors. Simon, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, parce que, enfin, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que bah, ça devient une routine. Après, en fait, vous faites au début, c'était, surtout nous, quand on est parti en France, c'était un peu la canicule. Du coup, on avait beaucoup de mal au début à se mettre dans le rythme. Mais en fait, au fur et à mesure, bah, votre corps s'habitue. Au début, bah, on avait mal aux fesses. Après, bah, on avait plus mal. On avait mal aux jambes. Bah, après, en fait, ça devient normal de faire du vélo tous les jours. Donc, en fait, votre corps s'habitue au fur et à mesure. Et puis bah, après, c'est comme le fait d'aller au travail tous les jours et Ouais, bah, vous vous habituez à ce rythme, quoi. faut peut-être pas Et puis bah, commencer par la traversée des Alpes, quoi. Enfin, il faut peut-être y aller progressivement aussi. ouais, faut y aller progressivement. Et puis suivre aussi tout ce qui est rivière et tout. C'est un bon. Nous, on avait commencé par le Danube. Mm. Du coup, c'est tout le temps plat. Du coup, c'est assez roulant. Ouais. Et du coup, ça se fait assez bien, quoi. Et puis après, bah, si nous, on faisait 80 km par jour à peu près. Ouais. Bah, sinon, vous faites 50 ou 60. Enfin, après, chacun peut aller à son rythme. C'est juste que vous mettrez un peu plus de temps, mais ça se fait très bien. On a rencontré des gens, bah, ils faisaient 40 par jour ou 50, et puis ils s'arrêtaient une semaine à un endroit, ils repartaient après. Ouais. Enfin, en fait, c'est possible pour tout le monde et chacun va à son rythme, en fait. Et, Donc, voilà. et du coup, il y a une question qui est ressortie aussi un peu, c'est sur le matériel. Et Quentin a répondu en partie aussi sur le fait que vous étiez parti avec des vélos en fait assez classiques, que vous aviez peut-être renforcé sur certains aspects. Et je crois que, en tout cas, c'est ce qui ressort de tout ce que disent les gens qui voyagent à vélo, c'est que le vélo, c'est tellement universel que finalement, quand tu pars avec du matos un minimum solide, de toute façon, tu auras des casses et tu auras des problèmes potentiels en fonction des terrains que tu vas affronter. Mais à peu près partout dans le monde, tu peux trouver des pièces, tu peux trouver des gens qui savent bidouiller un vélo si tu ne sais pas le faire toi-même. Tu apprends au fur et à mesure. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que finalement, le matériel, c'est pas la peine d'investir dans un matériel de fou, vaut mieux quelque chose de robuste, simple, basique et robuste qu'on pourra bidouiller en voyage? Ouais, bah ça, ouais, je pense que c'est vrai. En fait, il faut partir avec un vélo très simple, un cadre en acier, parce que bah, ça peut se ressouder partout, des freins à patins, et puis avec des câbles, parce que bah, le câble, s'il est cassé, vous pouvez le réparer, alors que si c'est un frein hydraulique avec de l'huile, Ouais. si vous avez une fuite au milieu du carré existant, c'est plus compliqué. Donc ouais, partir avec des vélos simples, et puis surtout pas acheter un vélo hyper cher. Ouais. Ça sert vous pouvez même partir avec un vélo d'occasion, ça le fait très bien. Ouais, comme avec un van en fait. Enfin, si tu pars avec un véhicule ou une voiture tout électronique, tu seras beaucoup plus en galère que si c'est un vieux truc où tu peux mettre toi-même finalement mettre les mains dedans, quoi. Donc, ouais. Cool. Je vois l'heure qui tourne et puis je ne voudrais pas qu'on déborde jusqu'à 21h, même si techniquement on pourrait. On a une question super intéressante de Yannick, qui est une question plus orientée technique par rapport aux images et aux films. C'est une question qui est intéressante parce que souvent, quand on voit un film a posteriori, on ne réalise pas que les gens ne sont pas partis avec un fil conducteur, un scénario hyper précis en tête. C'est rarement le cas et du coup, il faut faire un peu avec les images qu'on a à la fin. Donc, je pense qu'on pourrait terminer, entre guillemets, sur cette question-là, qui est en fait une question multiple. Donc, Yannick demande, qui filme quand vous êtes tous les deux à vélo? Et combien de temps vous avez pris pour faire ces plans? En fait, quelle place ça a pris peut-être dans le voyage de tourner des images? Est-ce que vous regardiez vos images au fur et à mesure ou est-ce que vous avez tout dérushé finalement au retour? Ouais, je vais répondre. Quand on est tous les deux, c'est clair qu'on n'avait pas une équipe de tournage qui nous suivait et on n'avait personne pour tenir la caméra. Donc à chaque fois, en fait, qu'on voyait un endroit sympa, on passait une première fois, on se disait ah c'est bien, donc on faisait un aller-retour, on posait la caméra, on prenait de la vitesse, on passait devant le plan, on remontait chercher la caméra, on regardait si c'était bien. Enfin, voilà, la comédie, elle peut durer longtemps parce qu'il y a des fois, on n'appuyait pas sur le bouton ou l'appareil photo, il tombait. Donc, c'est clair que c'est de la patience au quotidien. Mais le jeu en vaut la chandelle, je pense. On avait rencontré Siméon avant de partir, qui nous avait donné quelques tuyaux pour filmer. Mais on ne s'était pas du tout mis la pression par rapport à
au rendu ou par rapport à des plans particuliers qu'il fallait qu'on fasse. On a vraiment filmé, on va dire, au jour le jour. Et c'est aussi pour ça qu'on voit, hein, enfin, c'est ce qu'on a aussi trouvé, il y a quand même une progression dans nos prises de vue au fur et à mesure du film, parce que oui, on regardait nos plans, il y a des fois on se disait c'est pas possible, ben là on est à contre-jour, donc vraiment on a appris aussi de nous-mêmes. Et ouais, on les regardait et après on les stockait sur des disques durs. Je crois qu'on a rien supprimé pendant le voyage. Et c'est au retour qu'on a tout regardé et tout trié. Et l'association qui nous a aidés, donc il y a On the Green Road. Et après, dans la partie pure montage, il y a la Fédération française du cinéma et de la vidéo. Et c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de prise de vue un peu anarchique comme ça. Et au premier abord, quand ils ont vu nos plans, ils nous ont dit mais les gars, ça va pas être possible, quoi. On va pouvoir rien faire, ça bouge, ça vibre, il y a des contre-jours, il n'y a pas des plans longs parce qu'on filmait des plans courts. Enfin, clairement, on a eu des hauts et des bas avec eux et On the Green Road nous a pas mal aidé aussi avec ça pour nous remonter le moral et nous aider à faire quelque chose de présentable. Ouais, donc c'est quand même une aventure au sein de l'aventure, quoi, de faire des images et puis d'en faire quelque chose après, surtout. Parce qu'on peut avoir des très belles images, mais s'il n'y a pas d'histoire, si on n'arrive pas à raconter ce qu'on veut raconter, en tout cas, ça reste compliqué. Mais ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, la dépose de l'appareil photo et puis revenir en arrière, on ne vous voit pas, par exemple, monter une côte 2 fois de suite, quoi. Donc, vous avez choisi vos lieux et vos plans pour ne pas avoir à vous taper des allers-retours n'importe où. C'est bien joué. Non, mais ouais, il faut réfléchir à tout ça. C'est vrai que je pense qu'en vélo, tu as le temps peut-être aussi justement d'apprécier les paysages et de te dire, ah tiens, là, ça pourrait être vraiment sympa et chouette aussi, quoi. Merci beaucoup. Ouais, Simon, vas-y, je t'en prie. Ouais, si je voulais juste aussi, je pense qu'il a fait un peu le charme de ce film aussi, c'est le fait que on soit parti sans avoir de scénario en fait préécrit en fait et une histoire du coup préécrite qu'on aurait cherché peut-être à refaire. Et en fait, c'est un peu l'histoire qu'on a vécue et je pense qu'on le voit bien dans le film. En fait, c'est filmé un peu de façon authentique et je pense du coup c'est ce qui fait un peu le charme au film. Donc ouais, si j'aurais un conseil à donner pour ceux qui veulent faire un film ou repartir, c'est que en fait, faut pas trop se mettre la pression et pas modifier son périple pour le film. C'est prendre les vidéos comme elles viennent. Nous, on a fait un peu ça comme ça. Et puis après, quand on est revenu, on a regardé toutes les vidéos et puis on a commencé à se poser la question, qu'est-ce qu'on va mettre au début, qu'est-ce qu'on va mettre après. Et c'est vrai que ce boulot-là est pas simple parce que du coup, vous n'avez pas au début de fil conducteur. Et puis du coup, faut trouver un peu l'enchaînement des vidéos, comment on va les enchaîner, sachant qu'on avait filmé sans penser à un enchaînement. Donc ça se fait, quoi, mais après, faut aller jusqu'au bout, quoi. C'est super. Faut être trop clair quand tu pars, en fait. Il faut savoir si tu pars pour filmer, pour raconter des choses. Et dans ce cas-là, tu as un script presque de ce que tu veux raconter. Tu sais qui tu veux interviewer ou en tout cas quel type de témoignages tu veux collecter. Ou alors, tu vas filmer ton voyage. Et ça, c'est encore différent. Mais en tout cas, nous, c'est un peu ce qu'on a envie de montrer sur La Grande Évasion, justement. On a envie d'avoir des films de voyage qui ne sont pas scénarisés non plus. Il y a un montage, mais qui ne sont pas scénarisés. Donc, ça répond en tout cas à la proposition qu'on fait ici. Donc, c'est cool. Ce qui n'empêche pas, avec les images qu'on tourne au fur et à mesure, après de réussir à montrer quelque chose, d'apprendre en tout cas, et de réussir à montrer quelque chose de super concret et qualitatif. Donc, c'est cool, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir s'il y avait d'autres questions. On arrive à la fin de cette projection et je vois Yannick qui lève la main. Il y avait une autre question. Oui, Yannick? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est tout bon. Oui, alors, je vais vous poser la question du but de votre voyage parce que c'est vrai, quand on regarde le film, je dois vous dire que pour moi, ce n'est pas très clair. C'est-à-dire, à part un défi personnel, vous partez avant de savoir qu'il y a le tremblement de terre au Népal et
Après, on vous suit comme ça, c'est agréable, hein, mais je ne vois pas le fil que vous tirez. Simon, Quentin? Oui, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, Yannick. En fait, il faut savoir en fait au début qu'on avait un premier projet du coup dans un village qui était juste à côté de Rigaon, qui était de construire un barrage un petit barrage pour faire de l'électricité. Et en fait, ce projet est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire, à cause du séisme. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Du coup, nous, on était partants pour partir quand même. Et du coup, on a rencontré une association qui est française et qui travaille dans le village de Rigaon en se disant, bah, allez, on va aller les aider et on va donner un peu notre savoir-faire quand on est arrivé là-bas. Et du coup, ce qui était assez marrant, c'est que moi, quand on est parti, on pensait un peu arriver là-bas au Népal en se disant, bah tiens, on va les aider, on va leur apprendre ce qu'on a appris à l'école, etc. Et puis nous, on voyait au JT un peu que c'était un peu une catastrophe. On avait l'impression un peu que c'était le cataclysme, quoi. Et quand on est arrivé là-bas, en fait, on est arrivé au Népal. Et en fait, on s'est rendu compte en fait, qu'ils n'avaient pas forcément besoin de nous. Et du coup, c'était assez marrant. Nous, on pensait un peu arriver, on va les aider, on va refaire une école, etc. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ils nous ont plus appris de choses que nous, on leur a appris, je pense. Et après, on peut le voir dans le film, on a un peu aidé, mais ils nous ont plus appris comment faire un mur en pierre que nous. Et c'est grâce à eux que l'école s'est reconstruite et pas grâce à nous. Ça, c'est sûr. Et puis, on a été très surpris aussi par leur fatalité. Enfin, nous, on est arrivé, on leur demandait bah, le séisme, qu'est-ce que vous en pensez? Bah voilà, c'est une étape de la vie a repris. Limite, on est arrivé là-bas, en fait, tout était déjà passé. Et alors que nous, quand on est parti, bon, on se disait, putain, là-bas, ils en bavent, etc. Alors, ils en ont bavé, c'est sûr, mais je pense on le dit dans le film, quoi, ils passent beaucoup plus rapidement les événements que nous. Donc voilà, donc c'était un peu l'objectif, c'était d'aller au Népal à vélo et puis bah, au début d'aider à reconstruire cette école. Et en fait, bah, on a été au Népal à vélo, mais au final, on a plus reçu d'enseignements que nous, on leur a appris. Donc c'est assez marrant. Et puis je pense que ça a un peu remis aussi la partie humanitaire, un peu les idées qu'on a sur ce qu'on pensait, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je pense que, en fait, c'est ce qui est intéressant, et je crois qu'Yannick était là sur la première projection de Nuit Blanche qu'il y avait. Et c'est un peu ce ce que moi j'ai ressenti, en tout cas, j'ai ressenti la même chose avec ce film-là. C'est en fait le projet de départ. Finalement, c'est pas ce que raconte le film. C'est parce que le film il vient après, justement, il n'est pas scénarisé, et du coup, en fait, on perd un peu de vue, c'est pas forcément négatif, mais on perd un peu de vue l'objectif initial vraiment du voyage. Et à la limite, c'est tant mieux dans une certaine mesure. Après, je voulais juste faire un point par rapport à ce qui a été fait là-bas au Népal. Du coup, vous êtes parti avec une structure, avec une organisation. Enfin, en tout cas, l'aide que vous avez apportée là-bas était structurée. Et je pense que c'est important. On a fait il n'y a pas longtemps un webinaire avec Get Ready sur justement les distinctions humanitaire, volontariat, bénévolat, qui sont des choses différentes et qui s'inscrivent dans des dynamiques différentes. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, ça c'est sûr. Mais je pense que du coup, vous êtes parti dans le cadre d'un volontariat, c'est ça, sur place? C'est un volontariat ou bénévolat? C'était quel C'était plus du bénévolat, ouais. Bénévolat? D'accord, ok. Ouais. Donc, ouais, vous êtes resté dans le village, vous avez apporté un petit peu. Enfin, il y a eu un échange en fait qui était double. Et vous avez financé vous-même tout ce qui était nourriture et logement sur place? Nous, on a financé nous-mêmes, ouais. En fait, on était chez le médecin en fait, du village. Et après, nous, on avait financé notre nourriture, etc., quoi. D'accord.
Donc ouais, ça c'est une deuxième, finalement, un deuxième morceau. C'était l'objectif, mais c'était pas finalement le plus gros de votre voyage. Il n'a pas tourné autour de ça. Ça a été un petit peu la destination. Mais je pense que ouais, c'est important de le souligner quand même. C'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle là? Non, c'est tout bon. Si, Yannick, on t'écoute? Et juste très rapidement, en termes d'orientation, vous utilisiez Maps.me ou les cartes papier? Comment vous faisiez? Ouais, alors on avait les cartes papier à l'échelle du pays et après au quotidien c'était Maps.me. C'est une application, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application smartphone sur lesquelles on prétélécharge les cartes et on est placé sur la carte par un petit point, donc ça permet de savoir précisément où est-ce qu'on est. Et l'un des gros avantages aussi, c'est qu'il y a tout type de routes qui sont affichées, même les chemins. Alors des fois, malheureusement, on se retrouve dans des chemins où on aurait voulu éviter, mais effectivement, sur Maps.me, ouais, t'as à peu près tout qui est indiqué. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'Yannick veut partir. Il a un projet, Yannick. C'est des questions très précises. C'est cool, en tout cas, c'est chouette. Une dernière question peut-être, et puis on va clôturer. Que vous puissiez aller vous restaurer, parce que je pense qu'il doit y avoir des estomacs qui commencent à gargouiller peut-être. Mais oui. Pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, c'est super. Franchement, merci beaucoup Simon, merci beaucoup Quentin. C'était super de vous exposer aussi à travers ce film, parce que c'est beaucoup de soi-même qu'on met dans ces projets-là, dans ces films. Et du coup, c'est toujours des grands moments quand on les met sur la place publique, entre guillemets. Donc c'est super chouette en tout cas. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine pour une autre projection, tous les mercredis soirs, à partir de 18h30. On est encore en débat sur le film, donc on ne sait pas trop. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des films à suggérer, hein, on sera ravis de regarder, de voir et puis de les projeter avec grand plaisir. Je me permets juste de vous préciser qu'en fait, c'est donc un prix libre. On a mis en ligne une cagnotte, donc vous pouvez contribuer si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, certains d'entre vous l'ont déjà fait. C'est donc sur Cagnotte.me, donc le lien est sur la page de l'événement. Et les fonds sont reversés en 3 parties, du coup, au réalisateur, à Get Ready et à On the Green Road. Donc voilà, donc c'est vraiment au bon vouloir de chacun. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez mettre votre caméra, vous pouvez mettre votre micro pour dire au revoir, c'est un grand plaisir. Je ne sais pas si Simon et Quentin ont peut-être un dernier mot à nous dire, et puis Siméon aussi pour On the Green Road. Je vous laisse le micro, Quentin, Simon. Ben, merci à tous, on espère que ça vous a plu. Et puis, je pense que je vais laisser Siméon aussi conclure, parce que c'est lui grâce à qui le film a été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est Simon qui, cette année, fait vraiment vivre le film au travers du projet, qui malheureusement, son projet prend un peu de retard. Mais voilà, on a un site internet Direction Népal sur lequel vous pouvez aller, il y aura toutes les infos. Super. Siméon? Et ouais, merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission spéciale confinement. J'avoue que c'était assez marrant, mais ça fonctionne très bien en tout cas. Donc voilà, et puis, j'espère peut-être croiser pour notre tournée Cyclobobine 2020. Et puis vous pourrez voir le futur départ sur notre page Facebook. Alors ça peut être en septembre, peut-être en juillet, peut-être en août, peut-être pas encore. Donc voilà, vous pouvez suivre sur la page la tournée qui est cette année. Donc merci à tous de discuter avec vous et de partager tout ça. Merci à tout le monde. Ah, il y avait quelqu'un qui disait quelque chose? Siméon, tu voulais dire un dernier mot? Allez, je vais conclure. Déjà, moi, ça me fait vachement plaisir de présenter ce film parce que c'est le tout premier qu'on a vraiment accompagné de bout en bout au sein de On the Green Road. Comme vous le disiez tout à l'heure,
on était là au départ et on a été là pour faire les dernières coupes dans le film. C'était une superbe expérience d'ailleurs de le mener à bout. Et puis personnellement, j'ai beaucoup aimé certaines réponses en fait ceux qui étaient là la semaine dernière. Je disais un peu que dans ce film, on a toute la partie voyage un petit peu qui peut manquer dans le documentaire On the Green Road. Surtout qu'on a suivi à peu près le même trajet. Donc quand vous parliez de l'Ouzbékistan et l'obligation de dormir dans des hôtels, bah, j'ai vécu des choses assez proches là-bas. Le passage aussi pour arriver en Inde en avion, enfin, tous ces ressentis en fait que vous retraduisez là, donc c'est assez génial. Et puis ouais, bah, je fais un petit rappel là sur ce qu'on avait dit au début sur la plateforme Civocratie. Je vous remettrai le lien tout en bas. Je l'ai pas sous la main, peut-être que Jordan est là et arrivera à le remettre en même temps. Mais je trouve ça vachement important, tout ce qu'on s'est dit là au niveau par exemple, du voyage en avion, de voyager autrement, de l'expérience que c'est de voyager de cette manière et de comment ça nous transforme et ça transforme même le fil d'un film. Et ben, c'est intéressant, je trouve, dans la période actuelle, de questionner nos mouvements futurs, notre fonctionnement futur et donc d'apporter un peu toutes vos réflexions dans ce genre de plateforme pour montrer qu'en fait, on a peut-être plus forcément envie de fonctionner de cette manière et peut-être plus envie de voyager à la manière de Simon et Quentin demain et d'avoir cette approche du monde, quoi. Donc, n'hésitez pas à participer et puis à préparer vos voyages futurs aussi qui peuvent être de plein de manières différentes mais toujours proches des gens, quoi. Carrément. Très belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'était encore une fois une super soirée. Et puis, du coup, je vais autoriser les micros de tout le monde. et du coup, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, du coup, dire un petit mot pour dire au revoir. Et puis, on vous dit donc à la semaine prochaine. Et puis, on mettra le lien de l'audio de la partie questions-réponses en ligne pour que vous puissiez l'écouter sur la page Facebook de l'événement. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir Laure. Salut Yannick. Bonne soirée. Salut Lucie. Bye bye Sylvain. Au revoir Camille. Merci, bonne soirée. Au revoir Marion. Nous espérons que vous avez apprécié cette session d'échange. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra évidemment en lien avec Quentin et Simon en cas de besoin. Et on espère vraiment que tout ça a aiguisé votre curiosité sur le voyage à vélo si vous ne le connaissiez pas encore. Ou sur peut-être certaines destinations qui n'étaient pas dans le haut de votre liste, mais qui pourraient la rejoindre. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis on vous dit à très bientôt. Rendez-vous tous les mercredis en ligne à 18h30 pour ce rendez-vous La Grande Évasion avec un nouveau film chaque semaine. À très bientôt, au revoir.